Et c'est vendredi soir, il est 19h, c'est l'heure du grand talk show des experts automoto depuis le restaurant dîner-spectacle du Casino Batelière Plaza. Je vous parle de l'Arobase. Et oui, on est là tous les vendredis soirs. Merci à toutes les équipes de ce très bon restaurant pour leur accueil un mardi sur deux pour l'enregistrement de nos 2 émissions diffusées chaque vendredi soir à 19h. Et oui, nous sommes en prime time sur Maxi Martinique et en simultané vidéo sur www.gtmag.fr. Merci à Speedy Martinique, merci à gtmag.fr, merci à Label Web qui s'associe à moi pour souhaiter un bon dîner-spectacle à tous les clients qui viennent manger avec nous tous les 15 jours à l'Arobase dans le légendaire rond-point de Batelière. Nous parlerons ce soir automoto comme chaque vendredi à l'exception de JM en déplacement professionnel encore une fois et qui nous laisse donc aux commandes de cette belle émission. Alors comment ça va ce soir ? Ça va, ça va. Eh ben, ça va bien, on est là. Bon. Non, moi je boude. Pourquoi, qu'est-ce qui t'arrive, JM, il me Jeanne manque, voilà. Ah, C'est dit. je vais quitter la place. Je sais pas comment le prendre. Je sais pas si je dois rendre le micro ou si. En attendant, je tiens quand même à signaler que ce soir la salle est remplie hein, et qu'on souhaite un bon dîner à toutes les personnes qui nous accompagnent. Ça, c'est l'effet Andrea ou Tu crois de quoi? Bien évidemment. Et donc, justement, ce soir, nous allons aborder différentes thématiques qui seront multiples et nous parlerons donc, dans un premier temps, de boire et conduire, telle est la question. Mais je ne parle pas d'alcool, je parle bien de boire et manger au volant. Nous allons voir un petit peu ce qu'il en est et ce que la loi dit là-dessus. Mais qui fait ça? Oh là là. Oh là là, personne, bien évidemment. Personne n'a jamais pris son petit déjeuner au volant, bien évidemment. Personne, voyons. Nous parlerons dans un second temps avec Yonan Amrit de la réduction de la voiture en ville et de l'opinion publique. Nous allons un petit peu voir ce qu'il se passe à ce niveau-là. Jimmy Thomer nous parlera à son tour de comment entretenir sa voiture hybride et nous fera un petit focus de son expertise de chez Speedy. Eric Rouget nous parlera ensuite d'assurance automobile et comment bien la choisir en 2025. Et pour finir, Nicolas Aron parlera de voitures, avions et même satellites autour du bois. Un petit peu surprenant, mais on va voir un petit peu ce qu'il en est. Et nous allons en apprendre davantage avec Nicolas. Et on va essayer de ne pas faire une chronique en bois. Exactement. Et nous allons surtout, bien évidemment, je parle de la question qui fâche. La question qui fâche. Et oui, comme d'habitude, nous allons tirer plusieurs questions qui fâchent au cours de l'émission et nous verrons un petit peu les thématiques qui vont un petit peu frictionner le public, les chroniqueurs aussi, et on va voir un petit peu les frictions apparaître. Émotion. L'émotion, les frictions, les désaccords, c'est toujours assez intéressant. Donc, si vous êtes d'accord, on va partir sur ce petit programme et on va développer ces thématiques-là pour voir un petit peu ce qu'il en est plus précis sur ce secteur automobile. Alors, c'est parti ? Oui. Ça marche, on y va. Alors, je ne sais pas, justement, pour revenir à cette première thématique, est-ce que vous savez ou vous connaissez une personne qui aurait pu se faire arrêter car elle était en train de boire ou manger au volant ? Donc, je vous écoute. Je fais un petit tour de table. Est-ce que vous avez déjà eu une anecdote d'une personne se faisant arrêter? Non, arrêter pas vraiment. Des personnes qui consomment au volant, j'en connais plein, j'en vois plein le matin. Mais tu témoignes de cette je témoigne tendance. Avoir vu. Je témoigne avoir vu. Mais effectivement. Et toi, non, tu n'es pas tu coupable. manges? Franchement, ça peut m'arriver vite fait sur le pouce. On passe à la boulangerie, on a quelque chose en croissant et hop. Mais alors, c'est pas bien, je sais, mais on espère que, on se dit que ça ne gêne pas la conduite, ça n'empêche pas d'eux. Et je précise que j'ai une boîte auto, moi, donc ça aide aussi. Ça y est, l'excuse. L'excuse de riche. Donc, alors, moi, j'ai une boîte auto. Lui a droit. J'ai une voiture qui est moderne. droit, Et les gars, j'ai tous les droits. Par contre, celui qui roule dans sa petite Peugeot mécanique boîte manuelle. qui date des années 90, toi, tu manges pas, tu bois pas, tu restes sur le bas-côté. Comment il change les vitesses? C'est dangereux. Non, je suis d'accord avec toi. Yona? Écoute, un peu comme Nicolas, je peux témoigner avoir vu, Juste vu, d'autres personnes autour. Mais oui, allez, je plaide coupable, ça m'est déjà arrivé. Eric? Alors, moi, je faisais des opérations de sécurité routière parfois où j'expliquais aux gens qu'il ne fallait ni boire ni manger en roulant.
Donc je faisais des démos en salle dans les classes avec une bouteille d'eau, avec un sandwich, pour montrer vraiment qu'on ne pouvait plus maîtriser du tout le véhicule et qu'il pouvait arriver n'importe quoi en fait. Par exemple, quand on boit, on lève la tête, on la met un petit peu en arrière et pendant ce temps-là, on ne voit plus la route. Et toi, Jimmy? Alors, je suis le très mauvais élève, oui. Je bois, je mange, je dors, je me prélasse. Alors non, par contre, il n'y a pas si longtemps que ça, j'ai pris mon déjeuner en voiture. J'étais pressé, il fallait que j'aille... Alors lui assume quand même. Ah oui, j'assume totalement. À d'autres juste avant, lui assume. Mais c'est bien parce que tout à l'heure on dit je vois, j'ai vu, je vois. Ben là, voilà, il est là, il est ici. J'ai pris mon déjeuner en voiture dans les embouteillages parce que je devais aller d'un point A à un point B, j'avais pas le temps. Mais c'était quoi comme déjeuner amigan, quelque chose de... Non, c'était, je crois que c'était du riz et poulet, je crois. Oh, ok. J'avais mon petit Power et alors, voilà. Justement, avec sa petite fourchette et tout tranquille. Qu'est-ce que le code de la route permet, peut dire sur cette pratique? Alors, il faut savoir que le code de la route permet de définir ce qui est autorisé ou interdit au niveau des automobilistes. Et un conducteur doit rester maître de sa voiture en toutes circonstances. Ça, on est d'accord, c'est indiscutable. Lors d'une arrestation, les agents jugeront si la situation est dangereuse ou pas. Donc ça, c'est quand même le libre arbitre, justement, des gendarmes de pouvoir adjuger si une situation est dangereuse ou non. Et ce principe s'applique aussi quand vous avez faim et que vous décidez de boire et de manger au volant. Plus spécifiquement, lorsque vous prenez le volant de votre voiture pour vous rendre au travail, vous n'avez, comme vous dites, pas toujours le temps de vous arrêter, de faire un petit déjeuner. Et c'est dans ces situations-là qu'on retrouve des personnes avec une boisson ou un sandwich à la main. Mais que dit la loi à ce sujet? Boire et manger au volant, de façon très précise dans le code de la route, il n'y a aucun article qui interdit explicitement de manger et de boire au volant ou en conduisant. Toutefois, l'article R416-6 du code de la route stipule que le conducteur doit à tout moment adopter un comportement prudent et respectueux vis-à-vis des autres usagers. Tout conducteur doit constamment se tenir en état et en position d'exécuter commodément et sans délai toutes les manœuvres qui lui incombent. À cette phrase, le code de la route laisse une part d'interprétation aux agents de police qui peuvent juger de votre capacité à conduire si vous êtes en train de boire et manger au volant. Donc, voire fumer. Il y a des agents de police qui ont verbalisé des gens qui fumaient. Alors après, il y a aussi une autre raison pour ça, parce que souvent les mégots se retrouvent aussi hors du véhicule. Alors, non, juste pour la conduite. Je ne parle pas des incendies dans le sud de la France. D'accord, parce que là, c'est réprimandable. D'ailleurs, il y a une campagne de publicité le long des routes en Martinique sur les mégots jetés en ce moment. Bon, alors déjà, il y a cette pratique-là. Donc, techniquement, le terme boire et manger n'est pas interdit au volant, mais à partir du principe que nos deux mains doivent se situer et se trouver sur le volant, nous ne sommes pas en capacité de pouvoir maîtriser le véhicule à 100%. Et donc, le policier est en capacité de dire, dans cette situation, vous avez pu porter atteinte ou préjudice à autrui, je vous mets une contravention, car vous n'étiez pas en pleine possession de vos moyens à ce céder de passage, à cette intersection. Donc, attention, même si noir sur blanc, le terme boire et manger n'est pas stipulé, le libre arbitre de l'agent de police aura gain de cause. Classe, pas très cher quand même, mais un bon avertissement pour certaines personnes. Parce que essayer de manger un sandwich chez M, par exemple, quand vous allez le tenir en main, déjà il faut le tenir, donc ça va glisser, la mayonnaise va commencer à couler. Ah non, mais tu fais pas ça. Voilà, mais si, les gens font ça. Voilà, les gens font ça. Donc c'est dangereux. Oui, non, mais ça c'est sûr. Clairement. Je pense quand même qu'il y a un monde, je pense, entre manger. Allez, on prend pas l'exemple de McDo, mais on va dire le sandwich d'une boulangerie. Manger son petit sandwich en plein embouteillage, je trouve ça moins gênant, voilà. Si on est à l'arrêt, à l'arrêt, on est d'accord. En tout cas, c'est plus simple que de manger un trempage, je sais pas, parce qu'il y a des gens aussi, on a l'impression, ils installent leur nappe, ils ont leur couvert et tout. Jimmy, voilà. Avec sa petite fourchette et tout, voilà. Non. Là, j'irai pas jusqu'au franchement, il y a des gens qui le font. J'irai pas jusqu'au trempage quand même. Non, c'est dangereux, c'est sûr. Et on peut le prouver facilement à quelqu'un. N'importe qui peut venir, on va lui prouver que c'est dangereux facilement.
Exactement. Donc voilà, donc on a fait le tour de la question et au final, chacun peut avoir son avis, mais en tout cas, lui, le policier, aura son propre avis et ce sera difficile, voire même impossible d'aller à son encontre. Donc faites attention et surtout, sans parler d'amende, sans parler de points, sans parler de sanctions, pensez juste à autrui, pensez juste à la sécurité d'autres personnes. Et si votre enfant était dans un véhicule avec un conducteur qui n'était pas en pleine possession de ses moyens, je pense que vous ne serez pas vraiment satisfait et très content. Donc, essayez d'agir comme si votre enfant se trouvait toujours dans le véhicule. Moi, c'est toujours ce que j'essaye de dire. Alors, Yona. Yona, ma jolie Yona, je reviens vers toi pour nous parler de la réduction de la voiture en ville. C'est une opinion qui est assez controversée. Est-ce que c'est une opinion impopulaire ou pas? On va voir ça et je voulais avoir ton avis justement sur la question sur qu'est-ce que représentait la réduction de la voiture en ville pour les citoyens et les habitants en règle générale. So true. Donc la question se pose. Réduire la place de la voiture en ville est-il aussi impopulaire qu'on le pense? Alors déjà, on va remettre le contexte. Quand on parle de réduction de la place de la voiture, on entend par là toutes ces pratiques, toutes ces mesures comme la piétonisation de l'espace public ou la limitation de vitesse à 30 km/h en ville, les zones à faible émission, on a déjà parlé avec toi Andrea. Exactement. Voilà. Je sais que tous autour de la table, vous savez maintenant, attention. Bien sûr. Bon, bien, vous suivez. Elle fait sévère avec son nœud papillon rose. Chut. Dis pas tout. Ah, vous n'avez pas vu ça? Recentrons-nous donc. La politique de stationnement, plus ou moins restrictive, enfin bref. Toutes ces mesures visent à encadrer l'utilisation de la voiture et elles sont notamment à l'ordre du jour, tant au niveau politique local que dans les débats médiatiques. Mais il faut bien sûr se demander si ces différentes mesures répondent aux différents objectifs politiques et sociaux. Par là, on va entendre tout ce qui est transition écologique, l'amélioration du cadre de vie, la santé publique, notamment avec la pollution, pardon. Donc en fait, aujourd'hui, j'ai envie de vous dire que le défi n'est plus de convaincre les citoyens des raisons pour lesquelles nous devrions réduire la place de la voiture en ville, mais bien de savoir comment s'y prendre. Et on se rend compte en fait que bien souvent, on parlait dernièrement dans les autres émissions en amont de l'opinion publique, eh bien, il va y avoir un distinguo entre l'opinion publique pressentie par le politique et la vraie orientation en fait de l'usager. Tu insinues qu'il y aurait une différence entre la façon de penser des politiciens et la nôtre sur le terrain? Alors, oui, pas mais du tout. Je pense qu'on est quand même mentalement constitués différemment. Je pense qu'on est quand même sur deux univers très distincts. Alors non, je m'explique. Effectivement, le plus souvent, enfin en tout cas un sondage a montré que l'opinion des citoyens comparée à celle des maires était assez similaire, en tout cas positive à ces différentes mesures pour la réduction. Mais là où je mets la nuance, c'est vraiment par rapport à la perception du politique quant à l'acceptation de l'usager par rapport à ces différentes pratiques. Et en fait, on se rend compte que bien souvent, c'est une vue de l'esprit, parce que différents sondages, en tout cas sur le territoire national, ont pu démontrer que les citoyens seraient vraiment enclins à aller vers certaines mesures. Alors... On va rebondir après, je te laisse... Je finis, je sens qu'il y a déjà de l'émotion, oui, mais en tout cas, voilà, ces différents sondages ont montré par voie scientifique, monsieur, voilà, en tout cas que les administrés auraient une propension à aller vers la piétonisation. C'est ce qui est le plus souvent plébiscité, ce qui concerne les zones à faible émission ou encore la réduction de la vitesse, c'est vrai que les réactions sont beaucoup plus nuancées. On va aller vers 35 à 66% d'adhésion. Et puis, on a encore une difficulté quant à la réduction du stationnement. Ça, c'est encore une mesure qui a du mal à passer. Et qui est bien souvent rejeté. Mais en tout cas, bien souvent, on se rend compte que la population vote oui, et c'est un grand oui. Moi, j'ai une petite question pour toi. Est-ce que ce sondage a été réalisé en métropole ou en Martinique? Comme je l'ai dit, c'était sur le territoire national, enfin
tu as raison de préciser, hein, on fait quand même partie de la France, je suis d'accord. Mais on est spécifique un petit peu, il y a une spécificité quand même. Donc, mais en tout cas, sur le territoire hexagonal, oui. Alors, je crois que Nicolas avait une question. Ouais, en fait, j'ai même 3 remarques plutôt qu'une question. Oh là là. Ça chauffe. Il y a quelque chose que je trouve de pas forcément logique dans la démonstration que tu nous as faite, Yona, par rapport à cette étude. C'est que pour réduire donc la pollution, on décide de réduire le nombre de véhicules. Mais on est en train de passer vers l'électrification des véhicules en général. Alors, est-ce forcément cohérent ? Si tous les véhicules sont électriques, finalement, on n'aura pas besoin de réduire le nombre de véhicules pour réduire la pollution. Ça, c'est ma première remarque. La deuxième, ayant vécu très longtemps donc dans l'Hexagone, à Bordeaux en particulier, je reconnais que c'est agréable d'être dans une ville où il y a beaucoup moins de véhicules. Parce que tu as d'autres mobilités, tu as le vélo, tu as la trottinette, etc. C'est très agréable, tu peux marcher, c'est super. Mais dans le même temps, on constate notamment à Paris que la maire Anne Hidalgo a pris un certain nombre de mesures pour réduire la circulation des véhicules, notamment bord de Seine, et que ça fout un bordel pas possible. Et qu'il y a un certain nombre de Parisiens qui ne sont pas très contents. Donc j'ai un avis partagé par rapport à ce qui a été dit, même si je peux reconnaître la logique initiale qui est louable. Donc voilà. Alors en tout cas, pour répondre à ta première remarque, je suis totalement en phase avec toi. Effectivement, on va maintenant vers l'évolution, vers l'électrification. Mais c'est vrai qu'en attendant, faut quand même être assez honnête et sincère par rapport à notre territoire, en tout cas local. C'est vrai que la transition prend du temps. La population reste encore frileuse par rapport aux véhicules hybrides ou même totalement électriques simplement à cause du SAV. Enfin voilà, je pense qu'il y a encore de l'apprentissage, ça doit encore rentrer dans les mœurs. Et bien, en attendant, en tout cas, il y aurait ce type de mesures pour pouvoir un petit peu aller vers la réduction en tout cas des différents éléments polluants. Mais est-ce que finalement, ça ne serait pas simplement déplacer la pollution ? Parce qu'on n'aura plus la pollution en ville, mais il faudra arriver en ville d'une manière ou d'une autre. Hein. Donc s'il n'y a pas au moins de transport en commun à la hauteur, la pollution, on ne fera que la déplacer. Hein. Ouais. Je suis d'accord. C'est une vraie question, c'est une vraie problématique. Moi, je suis assez optimiste dans ce que disent tes sondages, en fait, parce que ça montre quand même que les gens sont concernés, qu'ils ont envie que ça avance. Donc c'est le bon côté de la chose. Après, mettre en place, c'est une autre chose. Ah non, mais je suis complètement d'accord. Après, il y a aussi un point qui est très important. Alors, c'est sûr que si on part sur l'électrification, la qualité de l'air, c'est autre. Mais il y a aussi la qualité de l'air dans les agglomérations qui est très importante, d'où la réduction de véhicules. Mais également la sonorisation aussi, parce que c'est très important aussi. Ça résonne. Il y a beaucoup d'accélération, de décélération, comparé sur un périph' où on va dire la vitesse de croisière est plutôt standard, enfin je veux dire il n'y a pas d'oscillation extrême de vitesse, mais il y a aussi la qualité de vie qui est très importante et qui est prise en considération. C'est d'ailleurs pour ça que les véhicules sont surtout mis en avant dans ce propos-là, parce que la surpopulation entre guillemets de voitures entraîne une dégradation de la qualité de vie en agglomération. Donc c'est aussi au-delà du côté pollution, c'est aussi la pollution sonore, la pollution de la qualité de vie, où on ne peut plus se déplacer correctement à pied sur les trottoirs parce que toutes les voitures sont mal garées, parce que la circulation est complètement bouchée, parce que les routes sont souvent très petites, très étroites, très mal desservies. Donc en fait, c'est aussi pour désengorger les axes, pour justement avoir une fluidité d'espace qui est beaucoup plus agréable. Donc je pense qu'il n'y a pas qu'une question de pollution non plus là-dedans, mais juste une simple question de qualité de vie qui est à prendre en considération. Sachant que le facteur aussi bonheur et confort de vie rentre en grande partie dans tous les indices de statistiques que l'on a dans une agglomération. Donc c'est aussi un point à prendre en compte. Donc si vous êtes d'accord, nous allons faire un petit écran publicitaire et nous nous retrouverons après ça avec la question qui fâche. Et oui. Je vous dis à de suite avec gtmac.fr.
Et vous êtes de retour avec la bande AGM sur Maxi Martinique en direct de l'arrobase du Casino Batelière Plaza. Oui, je crois que j'ai encore bafouillé. Du Casino Batelière Plaza. En fait, quand Jean-Marc n'est pas là, je reprends Jean-Marc la bafouille. C'est difficile. On retrouve eh bien, toute la bande dans le grand talk show Automoto des Antilles. Merci d'applaudir nos chroniqueuses et nos chroniqueurs, s'il vous plaît. Et bien évidemment aussi nos partenaires. Je parle de Label Web, de Speedy Martinique, de Casino Batelière Plaza, de l'arrobase du Casino Batelière Plaza et de gtmag.fr. Bon, chose promise, chose due. Nous recommençons cette petite partie d'émission avec la question qui fâche. Alors, à qui l'honneur? J'ai envie de dire Yona. Ah, super. Les femmes d'abord. Je touille. Moi, j'ai jamais la question qui fâche. Attention. On regarde que t'en as bien pris un seul. Non, mais oui, c'est bon. Non, mais t'en as pris qu'un. D'accord. Alors, regarde que t'en as bien pris qu'un. Oui. Il y a même pas un petit roulement de tambour. Hein. Allez. Alors. Yona, est-ce que ça fâche? Ça fâchouille. Allez. Ça fâche. Allez. La voiture autonome doit remplacer l'homme et ce rapidement. Yona, je t'écoute. Ton avis sur la question? L'homme est irremplaçable. Voilà. Non, allez. Je pense que j'aurais quand même. L'homme avec un grand H. Hein, allez, on précise. Hein. Non, j'aurais quand même un avis nuancé. C'est vrai que avec toutes les aides, en fait, tous les équipements à l'intérieur du véhicule, on se dirige. On en avait parlé dans des émissions précédentes vers la voiture autonome au fur et à mesure. C'est vrai que c'est quand même un confort, on va dire, pour l'homme. Mais en même temps, le 100% confiance dans la robotisation, dans l'IA, voilà. Personnellement, je mets quand même quelques pincettes. Nicolas. Si, j'ai vu le week-end dernier une vidéo d'un robot qui était un genre d'agent de sécurité au cours de concerts en Chine. Et le robot a attaqué un spectateur. Voilà. Ah zut, j'ai pas vu. C'était où ça? C'était en Chine. Alors, je peux pas te dire où exactement, mais c'était en Chine. Le robot a attaqué? Tout à fait. Et est-ce qu'on est sûr que c'était pas prémédité? Je sais pas si c'était pour un buzz ou quoi, mais j'ai pas l'impression. D'accord. Donc moi, la question que je me pose, peut-on avoir une entière confiance dans les véhicules autonomes? Je pense qu'un jour, on va finir avec une guerre robotisée. C'est-à-dire que ce ne sera même plus des humains qui iront sur le terrain. Exactement. Mais en fait, est-ce qu'il va pouvoir, justement, on va dire, entre guillemets, protéger nos populations, mais ce qui peut être aussi autodestructeur, parce que je pense que les guerres pourraient se déclencher bien plus rapidement en se disant, de toute manière, on s'en fout, c'est que de l'argent mis sur le tapis et de la robotisation. Nous allons envoyer les robots. Et jusqu'au jour où les robots vont prendre le contrôle sur le... Bref, petite parenthèse. Jimmy. Tu l'as un peu annoncé, hein, et Eric en a parlé. On est à l'ère de Terminator, hein, Skynet et tout. Bon, on est irrémédiablement et inévitablement à l'ère de la technologie avec ses avancées. Donc, la voiture autonome continuera de prendre de l'essor. L'automatisation de la plupart des véhicules que nous avons va se faire de plus en plus croissante. Il y a un paramètre qui doit toujours rester, selon moi, c'est le plaisir de pouvoir conduire. C'est un paramètre sur lequel travaillent les constructeurs, mais qui est aujourd'hui plus tourné vers le confort à l'intérieur du véhicule. Et je pense que l'automatisation de ceci tend vers cet aspect-là. Alors, est-ce que le plaisir automobile va rester identique en laissant libre cours au robot de nous conduire là où on souhaite, sans que l'humain ait à intervenir? Je ne suis pas sûr. J'entends tout à fait. Et d'ailleurs, pour ma part, ça reste... Alors, bien évidemment, si le véhicule est plaisant, ça reste tout de même un moment de liberté et de satisfaction que de prendre sa voiture et d'aller là où bon nous semble et de le faire,
de nous-mêmes aussi, par nous-mêmes. C'est quand même assez satisfaisant de monter dans son véhicule et d'être libre. Et dépendre systématiquement de la technologie et d'un robot, ça peut être très utile pour des personnes à mobilité réduite, ça peut être très utile pour des personnes âgées à qui peut-être le permis pourrait être retiré. On parlait de manger tout à l'heure ou de boire dans une voiture, comme on avait parlé dans une dernière émission. Moi, j'avais testé une voiture autonome, un petit véhicule autonome, et pendant que tu circules, en fait, tu peux manger tranquillement, tu peux boire tranquillement, lire ton journal. C'est un peu comme si tu prenais le métro ou le train. Ouais. Après, je pense qu'on est aussi au tout début, donc il y a beaucoup de failles. On est au début en même temps. Au plus ça va se démocratiser, au plus de l'avion, des fusées. Sur le principe, je suis OK avec toi, mais en cas d'accident, qui est responsable? Ça, c'est... Mais il y aura au début sûrement pas mal d'accidents, mais au fur et à mesure, il y en aura de moins en moins. Le métro lillois, par exemple, il était autonome il y a déjà quelques années, et il n'y a jamais eu d'accident avec le métro lillois. C'est sur des rails, c'est beaucoup plus contrôlé. Mais la technologie avance. Oui, bien sûr. J'ai envie de dire que à un certain moment, c'est se dire qu'on est en train de biaiser un petit peu. Effectivement, tu parlais de liberté. On n'arrive plus à utiliser notre constitution en fait d'origine, à être en vigilance, à faire attention. Avant, on était des chasseurs-cueilleurs, et là, en fait, on est juste en train de se reposer sur une thématique de productivité, à se dire qu'on fait tout en même temps. Mais maintenant, dans la voiture, on veut travailler, on veut manger, on veut... Je sais pas, à un certain moment, et si on découpait les tâches et chaque chose était un peu plus compartimentée et pas cette recherche accrue à tout faire, tout trop vite. Enfin, je sais pas. Yuna, alors, du coup, vas-y. Excuse-moi. Est-ce que c'est pas déjà ce qui se passe avec l'avion? Finalement, un avion est capable de atterrir, de décoller, voilà. Le pilote, il intervient vraiment s'il y a un problème. Exactement, l'avion se pilote tout seul, sauf à l'atterrissage, en gros. Oui, au décollage. Et encore, ils peuvent le faire tout seuls. Tu prends pas l'avion. Et tu as confiance en l'avion, quand même. Il y a très peu d'accidents en avion. Alors, en ce moment, c'est pas ce que je dirais. Ouais, je pense que là, on est quand même sur une loi des séries. Vous avez quand même vu que depuis le début de l'année 2025, alors... chiffre à confirmer, encore une fois, il faut toujours bien confirmer ses sources. Il y a eu à peu près, tout confondu, je parle avion de ligne, avion particulier, donc jet privé, avion de fret, donc ce sont des lignes qui sont très différentes. Il y a eu à peu près 80 accidents et crashs donc confondus. Combien de morts depuis le début de l'année 2025. Alors que l'année 2024, on a comptabilisé pas moins de une dizaine d'accidents. Et regardez déjà la République sur une dominicaine. année, regarde le nombre de décès dus à l'aviation et regarde le nombre de décès juste dans un pays comme la France dû à la circulation routière. Oui, alors après, le trafic aérien, bien évidemment, il est quand même très élevé, mais ce ne sont pas non plus le même transport. Quand vous avez un avion qui disparaît avec à peu près 450 ou à 600 personnes, c'est pas les mêmes dégâts que plusieurs voitures individuelles qui perdent le contrôle. Sachant que dans l'avion, c'est défaillance technique, défaillance de pilotage, météo, alors que au volant, il y a la drogue, il y a l'alcool, il y a tout un tas de paramètres qui ne rentreront pas. Qui peuvent rentrer en compte malheureusement avec le pilotage. Et qui ne rentreront pas en compte dans les voitures autonomes. Aussi. Ça dépend. Parce qu'il n'y aura plus le fait de boire au volant. Dans tous les cas. Mais il y aura une défaillance technique aussi. Après, peut-être que la voiture se mettra en sécurité et arrêtera tout simplement de rouler. Exactement, mais si vous êtes sur une autoroute, comment ça se passe? Sur une autoroute où vous êtes à 120, 130, qu'est-ce qui se passe si... on a déjà vu avec les régulateurs de vitesse certains véhicules qui restaient bloqués avec un régulateur de vitesse. Il y avait eu à une époque beaucoup de personnes sur grands axes autoroutiers avec des... Dans d'autres pays, on teste pour ça, avec Tesla, etc. La technologie n'est pas exempte de défaillance. Mais les avions, c'est quand même un bon exemple parce qu'il y a beaucoup des fois de défaillances que la main de l'homme ne peut pas gérer. Et je ne sais pas si vous connaissez ce film Boîte Noire avec Pierre Ninet. Excellent film. Il est excellent, c'est un très bon film français. Alors vers la fin, il est quand même un petit peu tiré par les cheveux, faut se le dire. Mais le synopsis est vraiment incroyable. J'invite vraiment à toutes les personnes à le regarder parce que c'est quelque chose qui pourrait concrètement se réaliser, la prise de contrôle à distance pour brouiller les ondes. Et en fait, ce crash d'avion, personne ne le comprend. Personne ne le comprend. Et c'est un petit génie qui est Pierre Ninet dans le film qui arrive à comprendre, de par le son, etc., ce qu'il s'est passé. Et je trouve ce film dingue et qui reflète potentiellement d'une défaillance technique que nous pourrions avoir aujourd'hui. On ne parle pas d'un moteur qui prend feu, on ne parle pas d'un pilote qui s'est endormi.
Enfin, on parle vraiment d'une défaillance technologique, d'un piratage technologique, exact. Et ça fait peur. On parle de cybersécurité. On essaye de plus en plus de mettre en place des systèmes beaucoup plus performants et sécurisés, mais arrivera toujours plus fort que nous. Et à ce moment, on fait quoi? Quand on est dans une voiture autonome... Après, c'est une question de chiffres aussi. Allons voir des études de chercheurs plus tard, parce qu'on n'a pas encore assez de recul. Il y aura des accidents de défaillance technique. Il y aura des accidents de problèmes de cyberattaque, de défaillance. Mais le ratio accident avec ces problématiques-là versus les accidents humains, il faudra voir le ratio. Parce qu'il y en aura des accidents. Le risque zéro n'existera jamais. Plus la technologie va augmenter, plus ça va basculer. Quel est le ratio? Je pense que c'est ça qui est important. Alors, si vous voulez bien, maintenant, on va se tourner vers notre ami Jimmy. Jimmy, à moi. Eh oui, c'est à toi. Je te sollicite pour que tu nous parles de ton expertise et justement de comment entretenir son véhicule hybride ou électrique dans notre nouvelle génération qui prend de plus en plus de place côté électrification. Donc donne-nous ton expertise. Tu travailles chez Speedy. Est-ce que déjà tu vois de plus en plus de véhicules hybrides et électriques? Ça reste une tendance qui reste assez discrète. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur ce que tu remarques? Et sur comment l'entretenir? Alors, concernant les voitures électriques, chez Speedy, nous n'avons pas encore eu de véhicules de ce type-là à entretenir parce que c'est sous couvert d'autorisation bien spécifique. Il faut que les intervenants aient passé une formation particulière afin de pouvoir toucher et donc entretenir le véhicule électrique. Maintenant, en ce qui concerne les véhicules hybrides, il y a les véhicules hybrides, on sait qu'ils fonctionnent à partir de batterie et d'un moteur thermique, qu'il soit essence ou diesel. Et nous nous tournons principalement vers l'entretien du moteur thermique. Donc à ce moment-là, sur un moteur thermique de type essence, on va dire que l'entretien reste classique comme tout autre véhicule fonctionnant sans batterie, avec un espacement d'entretien d'environ 15 000 km par an. Maintenant, on se base principalement sur le changement de l'huile et les différents filtres de celui-ci. Sur un véhicule diesel, on est sur une tendance d'environ 20 000 km grosso modo. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que sur un véhicule hybride, tous ces éléments mécaniques liés au moteur thermique en lui-même vont être un peu plus espacés parce que le véhicule hybride va solliciter peut-être moins souvent tout ce qui est frein. Sur certains véhicules hybrides, il n'y a pas de système d'embrayage non plus, donc on n'a pas à intervenir dessus. Donc la plupart des constructeurs préconisent parfois des échéances d'entretien qui sont plus importantes que le simple véhicule à moteur uniquement thermique, essence ou diesel. Donc, ton expertise là-dessus? Ce serait déjà de recommander aux propriétaires de se fier à leur carnet d'entretien. Chaque véhicule dispose de son carnet d'entretien, donc on vous invite à regarder ce qu'il est préconisé à ce niveau-là. Et à partir de là, chaque propriétaire peut prendre rendez-vous dans l'un des 7 centres Speedy de Lille afin que l'on puisse s'occuper de... Mais donc vous êtes agréé pour vous occuper de n'importe quel véhicule, de n'importe quelle marque? Ah oui, tout à fait. Dès que c'est un véhicule hybride qui est aidé par son moteur thermique, nous sommes agréés, oui. Nous prenons le carnet d'entretien. Donc uniquement le côté hybride? Alors, c'est-à-dire... Non, hybride, électrique. Alors, électrique, non, ça on n'y touche pas. Voilà, donc là on n'est que sur les véhicules... Que sur les véhicules hybrides. Voilà. Moi j'ai une petite question. Le coût de l'entretien d'un véhicule hybride, finalement, est-ce qu'il est plus élevé qu'un véhicule diesel, par exemple ou Non, le coût est un peu moindre parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a certains éléments qui sont moins usités de façon moins fréquente, tels que les freins, les véhicules hybrides qui ont la récupération d'énergie au freinage, donc nécessairement on va freine automatiquement, on va appuyer moins sur la pédale de frein, donc il y a certains de ces éléments-là qui sont moins souvent utilisés et donc au final, comme les temps d'espacement sont rallongés, la facture est moindre également pour le client. Okay, finalement c'est allégé aussi. Voilà. Nicolas. Ouais, juste une petite remarque. Alors, comme vous le savez, j'ai eu la chance de travailler dans une grande concession dont la marque est spécialisée dans l'hybride. Et effectivement, il y avait beaucoup d'avantages en termes d'entretien. Grosso modo, 1 année sur 2, c'était
l'entretien classique, et une année, l'année d'après, c'était plus spécifique par rapport à l'hybridation. Et effectivement, comme il y a l'hybridation qui est là pour apporter un plus au thermique, il y avait moins d'usure des pièces en général. Voilà. Donc les entretiens étaient moins chers, voilà, et moins, on va dire, il y avait moins de nécessité de pousser, on va dire, en termes d'entretien, de changement de pièces, etc. Tout à fait. J'espère ne pas dire de bêtises. Sébastien Poileux, si tu m'entends, voilà. Et donc, côté hybride chez Speedy, tu nous dis que n'importe quelle marque peut être prise en compte. Donc, ça veut dire que quand on a une Renault, une Peugeot, une MG ou une autre marque, on n'est pas obligé d'aller chez le constructeur ou le concessionnaire pour faire suivre son véhicule, et on va directement... on n'est pas obligé d'aller dans les ateliers du constructeur pour faire suivre son véhicule. Mais les ateliers constructeurs ont leur propre process de vérification lié à l'entretien. Maintenant, dans les centres Speedy, nous sommes agréés puisque nous suivons les préconisations de ces constructeurs-là. On agit en fonction de ce qui est indiqué pour chaque véhicule. Ok. Donc le suivi se fait tout de même comme un suivi classique d'un véhicule thermique. Oui, tout à fait. On a eu il y a quelques mois l'occasion de faire la révision d'une Porsche Panamera. Bon, c'est quand même une supercar, mais on a eu l'occasion de faire l'entretien d'une Porsche Panamera hybride où on a changé les filtres, on a changé l'huile moteur, comme sur tout autre véhicule thermique. Bon, voilà. C'est déjà assez intéressant de voir la manière dont on peut suivre un véhicule. Même s'il n'est pas forcément thermique, au final, le suivi reste assez similaire, assez identique. Oui, tout à fait. Il n'y a pas forcément de questions à se poser. Faites suivre votre véhicule fréquemment et vous n'aurez pas forcément de mauvaises surprises. C'est le principal, oui. Bon, alors, avant de faire une petite pause publicitaire, je vais proposer à mon ami Nicolas de nous tirer une petite question qui fâche. La question qui fâche, la question qui fâche, La question qui fâche. Alors, c'est quoi cette question? Les voitures autonomes sont la solution pour diminuer le taux de mortalité sur la route. C'est comme quoi on était sur le sujet. On était sur le sujet. Effectivement. Alors là, on parle de mortalité. Bon, c'est vrai qu'on a un petit peu abordé le sujet tout à l'heure. Mais Nicolas, je te laisse quand même... Allez, pioche, allez. Repioche. Ça me fait mal de le dire, mais peut-être. Hein. Peut-être, effectivement. Ben, si on s'appuie sur des algorithmes, l'intelligence artificielle, etc., effectivement, on peut envisager que les comportements dangereux et irresponsables qu'on peut avoir au volant soient palliés par la technologie, hein, tout simplement. Alors, au final, pour croiser aussi un petit peu nos émissions, hein, comme celle de la semaine dernière où on parlait aussi d'accidentologie, où on parlait aussi d'intelligence artificielle, la voiture autonome, elle a forcément du bon. Si on y pense et qu'aux États-Unis, ça se développe déjà, tout comme sur le continent asiatique, c'est qu'il y a des raisons à ça. Mais comme on parlait aussi de radars la dernière fois, on disait est-ce qu'il serait plus judicieux de continuer à mettre des radars ou les radars peuvent provoquer également des accidents? Quelle serait la meilleure des solutions pour diminuer le côté accidentogène? Est-ce que c'est mettre un véhicule bridé? Est-ce que c'est supprimer définitivement le permis pour les personnes qui sont alcoolisées? Voilà. Est-ce que au final, la voiture autonome ne serait pas une réponse à tout ça? Une belle solution, ouais. Parce que ça permettrait de ne plus mettre de radar, en fait. Parce que si les véhicules sont orthonormés... Elle gérerait les trajets pour qu'il y ait moins d'embouteillage. Ça peut être très efficace en réalité. Hein. Bon, sauf si demain on parle d'un autre type d'accident et là, lié, comme tu disais, au piratage, des choses comme ça. Donc des accidents liés à des malveillances technologiques, si on peut dire ça. Après, il faudrait voir aussi comment... Ça peut être absolument rare. On ne te hack jamais trop ton téléphone, par exemple.
êtes de retour avec la bande AGM sur Maxi Martinique en direct de l'arrobase du casino Batelière Plaza. On retrouve toute la bande de GM dans le grand talk show Automoto des Antilles. Merci d'applaudir bien fort nos chroniqueuses et nos chroniqueurs. Yeah. Et surtout nos fidèles partenaires. Je parle bien évidemment de Label Web, de Speedy Martinique, du Casino Batelière Plaza, de l'arrobase du Casino Batelière Plaza et de gtmag.fr. Alors, on était déjà sur plusieurs sujets assez intéressants avant cet écran publicitaire. Assez piquant. Mais nous allons passer la parole à Monsieur Éric Rouget qui va rentrer dans le détail sur le choix de son assurance automobile en 2025. Les tips et les astuces par Monsieur Éric Rouget. On vous écoute. Et oui, c'est une rubrique où on ne va pas vous raconter de blabla pour que vous n'ayez zéro tracas. Oh là 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 là. Oh là là. T'as déjà fait ton choix. Il a voulu faire une Nicolas Aron là. T'as déjà fait ton choix de l'assureur. Il s'est inspiré du mec. Sur nous. Mais bon, forcément, quel talent. On adore. Allez, on t'écoute. Chapeau bas l'artiste. Une petite question pour vous d'abord, à tous les chroniqueurs. Comment avez-vous choisi votre assurance et sur quels critères ? Le prix. Honnêtement, oui, le prix, mais plutôt sur la plus connue, entre guillemets, ou celle avec laquelle mes parents étaient et qui m'ont forcément incité à me dire, bah voilà, on est chez Matmut, on va te mettre chez Matmut. Voilà, évidemment. Voilà. C'est un peu comme Andrea, hein, par connaissance un petit peu, par connaissance, par la famille, parce qu'il était déjà souscrit auparavant, peut-être pour l'habitation ou autre. Oui. Ouais. Je pense que les cascades d'assurance. Ben écoute, pareil aussi, hein. Donc déjà maman, papa y étaient, donc on a continué un petit peu, mais voilà. J'avoue que j'aurais pu changer, mais je suis quand même restée pour des questions éthiques. Voilà, ça c'est important pour moi. Oh, oui, monsieur dame. On est corporate. Oui, elle est fidèle. Oui. On veut toute Yona en tant que cliente, c'est la meilleure des clientes. Et puis le prix. Mais on fidèle, ça dépend du prix quand même. Hein. On va rester fidèle, mais si le prix, voilà. Donc d'abord un petit rappel, il est obligatoire de s'assurer. Donc vous risquez quand même une amende de 3 750 €, une immobilisation du véhicule, voire une mise en fourrière. Et en peine complémentaire, une suspension du permis. Donc, si le véhicule n'est pas assuré. Ouais, c'est ça. Donc votre véhicule peut partir à la fourrière. Et surtout, quand vous avez été verbalisé pour ça, après, il est très très compliqué de pouvoir s'assurer. Parce que vous êtes déjà dans des fichiers, donc enregistrés dans des fichiers où vous n'avez pas été assuré. Donc l'assureur va regarder ce fichier-là et va dire « Ah, il n'était pas assuré avant, donc vous allez avoir une surcote un petit peu de votre assurance. Ouais. » Et surtout, en cas d'accident, vous risquez de payer les dégâts causés à autrui, à une tierce personne, hein, puisque c'est vous qui êtes responsable, vous n'êtes pas assuré, donc vous allez payer. Et vous allez payer peut-être les soins médicaux, les dégâts sur le véhicule, donc vous pouvez payer toute votre vie. En fait, vous avez quand même un organisme qui va se charger de tout payer dans un premier temps. Et après, vous allez passer au tribunal et le tribunal va vous condamner à rembourser toutes ces sommes qui vont être engagées pour les soins d'une personne. Si elle est handicapée à vie, vous allez lui payer ses fauteuils, ses soins, peut-être la perte de son travail à vie. Donc c'est très important de s'assurer en fait. C'est savoir vivre ensemble un petit peu, hein, et puis ça peut engendrer beaucoup de choses sur le reste de votre vie si vous n'êtes pas assuré, puisque après vous n'aurez plus d'argent, il faudra travailler pour payer les soins médicaux des autres personnes. Voilà. Donc assurez-vous. Alors pour vous assurer, n'attendez pas tranquillement sous un olivier avec cerise. Hein. Soyez malin comme le lynx et allez furer du côté des comparateurs en ligne qui peuvent vous donner de bonnes indications. Prenez également conseil auprès de vos proches, donc comme vous l'avez fait un petit peu, vos familles, qui pourront vous parrainer par exemple. Donc si vous parrainez, vous allez payer moins cher, vous allez peut-être avoir déjà du bonus. Donc ça peut être intéressant. Et choisissez en fonction de vos capacités financières, bien sûr, mais aussi de votre situation. C'est-à-dire, un exemple, le bonus-malus. Si vous avez beaucoup de bonus, certaines assurances seront beaucoup plus enclins à vous faire un bon tarif que d'autres. Si vous avez du malus, ça sera beaucoup plus compliqué.
mais aussi de vos besoins, c'est-à-dire pour le vol, le prêt du véhicule à la famille qui vient en vacances, par exemple, hein, ou des amis qui viennent. Si vous ne prêtez pas votre véhicule, vous n'avez pas besoin de cette assurance-là, donc vous pouvez changer un petit peu. Le nombre de kilomètres que vous effectuez, si vous faites 25 000 ou 10 000 km par an, le risque d'accident va être plus ou moins grand, hein, forcément, parce que vous roulez beaucoup plus. L'âge de votre véhicule, vous avez un vieux véhicule, logiquement, on va l'assurer un petit peu moins parce que si on le casse, c'est pas bien grave. Mais si vous avez un véhicule tout neuf, vous avez envie qu'il soit remboursé si jamais il arrive quelque chose. Donc il faut regarder aussi cela. Le dépannage 0 km, ça c'est pour le cas où votre véhicule est un petit peu plus vieux, hein, parce qu'il sera peut-être le prêt du véhicule si vous avez des soucis. Donc les dégradations, les vols, les incendies par exemple, on ne va pas revenir sur les événements, mais si votre véhicule est assuré, il sera remboursé. S'il n'est pas assuré contre l'incendie et les dégradations, il ne sera pas remboursé. Donc ça peut être important aussi. Les catastrophes naturelles, on est en Martinique, on risque les tsunamis, les tremblements de terre, les ouragans, donc on a quand même pas mal de risques de ce côté-là, donc il faut y penser aussi. Hein. Et la protection juridique, et aussi assurez-vous que votre assureur ait un réseau. Parce que si c'est l'assureur de votre village qui a une toute petite boutique, si vous avez un gros accident, peut-être il n'aura pas les capacités financières pour pouvoir vous sortir, vous rendre financièrement ce que vous avez donné en tant qu'assuré. Donc il faut penser aussi à ça. Donc c'est assurément humain de se poser la question, car même si c'est un assureur militant ou qu'il fait face avec vous, l'assureur est là pour gagner de l'argent. Ah ça, oui. Le nerf de la guerre. Donc lisez bien votre contrat jusqu'au bout. Oui, même les petites lignes là tout en bas, vous savez, avec les petits astérix. Tu les as lus, Eric? Mais bien sûr. Bah oui. Sans mes lunettes. Ah bah voilà. Et de toute façon, nous, c'est JM qu'on préfère, donc on va s'assurer avec JM. Ah, bravo. Franchement, Eric, il a assuré là. Bah non, j'avoue, là, ce franchement, soir, j'ai envie de dire, on l'applaudit. Franchement, ouais, c'était très beau. Bravo, C'était Eric. Merci, Bravo. très fier de toi. Ça valait le coup d'attendre une semaine de plus pour la chronique. C'est ça. Non, franchement, c'était très très bien et on te remercie pour toutes ces informations. Et je ne sais pas si vous êtes au courant, mais les assurances peuvent radier très facilement aussi en cas du nombre de sinistres, même si on n'est pas responsable. Ils ont des espèces de grilles et des tableurs Excel et au final, si vos quotas de sinistres dépassent un certain seuil, vous pouvez vous faire radier même si vous n'êtes pas en tort. Étant jeune, donc il y a fort longtemps, j'ai eu un sinistre, le seul de ma vie en voiture, hein, et j'étais radié dans la foulée. Ils m'ont parfaitement remboursé, ils ont fait tout ce qu'il fallait, et quand j'ai voulu me rassurer, ils m'ont dit non, pas vous. Non mais c'est quand même incroyable, on paye une assurance tous les mois. On peut se faire rentrer dedans malheureusement une fois par an, ça peut arriver, quelqu'un qui grille un stop, je ne le souhaite pas mais ça peut arriver. Vous vous rendez compte que vous pouvez en payer les frais de par votre assurance qui peuvent vous radier parce qu'elle ne peut pas vous mettre de malus parce que ce n'est pas votre faute, donc vous n'êtes pas considéré comme fautif dans cette déclaration. Ouais. Et malgré tout, si elle estime que vous coûtez plus cher à l'assurance que ce que vous lui rapportez, elle va vous radier. Et ça, c'est quelque chose qui est quand même incroyable. Mais même pas que au niveau de l'automobile, hein, dans n'importe quelle assurance, même une assurance médicale pour des assurances, par exemple, professionnelles pour les médecins. Les médecins, où on est dans une société qui est de plus en plus procédurière, des médecins qui vont se prendre des procès pour faute professionnelle, justifiée ou pas. Eh bien, les assurances peuvent radier un médecin. Et alors un médecin qui pratique sans assurance, là c'est encore autre chose, c'est très compliqué et on parle de taux qui sont décuplés par rapport à nos assurances civiles. Là on parle vraiment de taux qui sont c'est colossal. Mais quand j'apprends ça, je me dis que le monde tourne à l'envers quand même, c'est quand même incroyable. Mais bon, justement, je vais passer la parole à Monsieur Nicolas Aron, qui va nous parler d'un sujet un petit peu différent, mais tout aussi intéressant, voire même très intriguant. Il vient nous parler d'un nouveau matériau, ou pas. C'est pas vraiment nouveau, mais on va dire que son utilisation est nouvelle. Ouais. Et il va nous parler d'automobile, de satellites, et de plein d'autres choses. Ouais. Alors, je vous l'ai promis tout à l'heure, je ne ferai pas une chronique en bois, mais effectivement, on va parler de bois.
Oh là Et franchement, l'enchaînement Eric, Nico, c'est franchement, chaud, c'est là. un, Non, mais ils c'est un sont en match forme, point là. classe. les gars Oh. sont Je suis fière de- On Je suis fière n'arrive de- pas à sa cheville, c'est pas possible. Les gars, on sont taquets. J'essaie, mais Donc, Ah je oui, vous on le dirait dis. Prost et Senna. Là, c'est celui qui va se renvoyer la balle. On attend ça. Je vous le dis, oubliez le métal. Le futur de la construction automobile pourrait être, bien être, le bois. Et oui, vous avez bien entendu, le bois. Je le redis, le bois. Je n'ai pas bu, non. Alors qu'on associe souvent le bois aux charrettes d'antan, ce matériau naturel et résistant revient sur le devant de la scène, et ce, jusque dans l'espace. Alors, saviez-vous que l'un des avions les plus performants de la Seconde Guerre mondiale, le Mosquito, était construit en bois? Alors, le mosquito, c'est quoi? Bon, ça n'a rien à voir avec C'est l'insecte un moustique. qui... ben non, justement, rien à voir avec l'insecte qui vous empêche de dormir en planant autour de vos oreilles. Le De Havilland Mosquito, je le redis, De Havilland Mosquito, surnommé Mossy, était un avion multirôle britannique de la Seconde Guerre mondiale. Est-ce que vous connaissez le Costin Nathan? Pas du tout. Non. Non. Alors, le Costin Nathan, c'est une voiture de course des années 60 dont la structure en contreplaqué lui conférait une légèreté inégalée. Devinez de quel pays vient ce véhicule? Ah, moi, j'aurais dit la France par rapport au nom. De Chine. Italie. Non, perdu. Pas d'autres propositions? De l'Amérique. Ah là là, ben, comme le Mosquito, le Costin Nathan vient... D'Espagne. Non. Du Mexique. D'Angleterre, ben oui, ben oui. Alors, le Costin Nathan était une voiture de course britannique révolutionnaire des années 60. Conçue par Frank Costin, elle se distinguait par sa structure légère et aérodynamique en contreplaqué. Cette conception innovante lui permettait d'atteindre un poids plume d'environ 400 kg. Participant aux 24 heures du Mans en 1967, elle a démontré le potentiel du bois dans les sports mécaniques, rivalisant avec les voitures de prestige comme la Ferrari P4. Son design unique et sa légèreté en ont fait un exemple marquant de l'ingéniosité en matière de construction automobile. Donc vous avez bien noté que les Britanniques étaient vraiment à la pointe du bois. Ces exemples prouvent que le bois, cache la forêt. en plus d'être écologique, possède des atouts indéniables en termes de résistance et de légèreté. Alors, pourquoi a-t-il disparu de nos voitures? À cause des termites. Et non, pas vraiment ça, mais la réponse est plutôt simple. La Incendie. ressource. Bah, c'est ça. la ressource. On est déjà sur une déforestation Bah ouais. extrême. Si en plus de ça, on équipe nos véhicules de Alors il vaut bois. mieux que la voiture soit électrique parce que si elle est essence avec le bois, Alors, Avec une gestion durable des forêts et l'abondance de certaines essences, comme les peupliers ou le bouleau, peut-être qu'on peut voir le bois revenir en force. Donc on a des étudiants de l'INSA Toulouse qui ont même démontré que le bois pouvait absorber le choc lors d'accidents, ouvrant la voie à son utilisation dans les véhicules modernes. Donc imaginez des voitures plus légères, plus écologiques et aussi plus sûres. Et je me rappelle qu'il n'y a pas si longtemps, dans les années 90 en particulier, il y avait énormément... Enfin, le bois était synonyme de luxe, hein, les habitacles, tout C'est en vrai. bois, ça c'était un signe de richesse, etc. Donc, ce n'est pas tout. Aujourd'hui, le bois a même sa place dans la conquête spatiale. Des projets de satellites en bois sont en cours de développement au Japon et en Europe. N'importe quoi. Sérieux? Non, mais quasiment. ouais, moi j'ai un peu la gueule de C'est bois. vrai, avec, n'importe quoi. Ah, j'adore. Non, mais des satellites en bois. Des satellites en bois. Alors, moi j'ai une question à vous poser. ça me met une écharpe dans mon doigt. Moi. Est-ce que vous êtes prêts pour un futur où le bois sera le roi des routes et des étoiles? Moi je reste aux abois. Alors, je trouve ça magnifique parce que c'est un matériau. Enfin, je trouve que c'est un matériau qui est très noble en soi, c'est naturel. J'aurais quand même peur du côté déforestation massive. Déjà que même si on peut trouver des alternatives de plantation spécifiques, on est déjà sur une solution où on essaye d'éliminer le papier, où on essaye d'éliminer le carton, on essaye d'éliminer certains outils à base de bois, car il y a beaucoup de déforestation. Si on commence à mettre des nouvelles technologies qui tournent autour du bois, la déforestation, on n'en voit plus la fin là. Ouais, ça prend du temps à pousser un arbre. Hein. Ben, Voilà. C'est pour ça. Mmh. Est-ce que Avant c'est d'être envisageable? exploité, Là où on essaye de limiter la déforestation de l'Amazonie, on va dire qu'on va faire un satellite en bois. Alors, c'est pas le satellite qui va coûter une déforestation, parce qu'un satellite, ça reste une pièce à part, ça reste une pièce Rare. qu'on ne fait pas, voilà, unique, qui est quand même assez rarissime dans son utilisation. Mais si demain on vient à développer des mini-voitures en bois,
bonne chance. Bon, le premier qui s'approche de mes mahogany dans mon terrain, il est mort. Ben justement, j'allais te le dire, moi je me vois bien, franchement, au volant de mon véhicule en mahogany, pourquoi pas, ça aurait du style. C'est magnifique. C'est plus solide. Ouais. Bah déjà, quand on voit les Riva, les bateaux, Oui. c'est juste c'est des merveilles. Bon, le prix aussi. Mais bon, à voir. Entre autres. À voir. Ça reste quand même quelque chose d'assez intéressant. Et je pense que vu qu'on n'a pas assez... on n'a pas assez débattu, je pense qu'on va peut-être tirer une dernière question qui fâche pour clôturer cette émission. Je pense que je vais la faire tirer par Monsieur Jimmy. Allez, pour toi. Ah ouais? Allez, go. La question qui Touille. Non mais c'est pas une soupe, hein. Mais attends. Allez, touille, mon ami. Allez, celle-là pour voir. Alors. Ah, ça c'est bien ça. Ah, Eric et moi, on va être contents. Ah, dis-nous tout. Ça va pas nous fâcher, ça, au contraire. Ah oui. Le plaisir automobile était mieux avant C'était toutes mieux ces avant. aides à la conduite. Ben, décidément, franchement, Ça n'a rien à voir. le hasard Eh ben. n'existe pas. allez Jimmy, à toi l'honneur. Mais évidemment que oui. Évidemment que oui. L'automobile a toujours été un plaisir. Les constructeurs automobiles, les premiers qui ont construit les automobiles l'ont fait pour pouvoir se déplacer. Mais rapidement, l'automobile a été un moyen autre de déplacement, un moyen, comme tu l'avais dit tout à l'heure Faire là, la course de liberté. aussi. Et on s'y est pris au jeu et l'automobile a toujours été, selon moi, un moyen différent de se faire plaisir. Dans Mais ce là, déplacement. attention, on parle vraiment d'aide à la conduite, on parle de toutes les aides artificielles qui nous aident à conduire, du style la régulation de vitesse, bon ça c'est de la sécurité, mais par exemple l'auto-parking, par exemple l'aide au démarrage en côte, Alors, au côte- les détecteurs d'obstacles, la caméra avant, la caméra arrière. Au quotidien, il est vrai qu'aujourd'hui, ces aides restent utiles. Maintenant, je sais que dernièrement, Eric et moi parlions de dinosaures de l'automobile que nous sommes. Est-ce que ces Ou de la aides moto. ou de la moto, est-ce que ces aides à l'heure actuelle, alors je vais essayer de tourner le problème à l'envers. Si ces aides n'existaient plus aujourd'hui, en 2025, combien d'automobilistes jeunes ou peut-être un peu moins jeunes pourraient convenablement conduire et vraiment prendre possession de leur